Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est la pause estivale. Cette année, pour agrémenter votre été, j'ai choisi 4 épisodes dans lesquels nous étudions le leadership de personnages fictifs célèbres. Un bel été, à bientôt! Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va analyser le leadership de Miranda Priestly. Qui est-ce ? Si je vous dis patronne tyrannique, harcèlement, déshumanisation, humiliation, vous pensez immédiatement à elle, Miranda Priestly. La rédactrice en chef, glaciale, du magazine Runway, dans The Devil Wears Prada. Le diable s'habille en Prada. Jouée par l'exceptionnelle Meryl Streep, dans la culture pop, c'est le diable. Le repoussoir absolu du manager bienveillant. La manager malveillante par définition. C'est presque une icône du mauvais management. Mais est-ce que c'est si simple ? Si on regarde le film avec un œil de dirigeant, de dirigeante, est-ce qu'on voit autre chose ? Est-ce qu'on voit une femme qui porte à elle toute seule une industrie de plusieurs milliards de dollars ? Est-ce qu'on voit une femme qui a une vision chirurgicale de ce qu'il faut, de quel moment, etc. Une femme qui tolère absolument pas la médiocrité. On va se poser une question, est-ce que Miranda Priestly finalement c'est un monstre ou bien est-ce que c'est la seule pro dans toute la pièce ? Analyse d'un leadership radical. Alors le style de leadership, c'est un style de trailblazer, on appelle ça. C'est un style ou de pace setting, si on prend la grille de Daniel Goleman. Ça veut dire c'est le chef de file, c'est la chef de file. C'est la personne qui est devant et qui dit derrière comment il faut faire. Et beaucoup de directeurs, directrices d'entreprises de luxe fonctionnent sur ce mode-là. Espèce de visionnaire avec des gens qui ont des idées, des espèces de fulgurances comme ça. Et donc derrière, il faut que ça suive. Et donc la devise, ça pourrait être « faites comme moi, immédiatement et parfaitement ». Et donc, les gens essayent de se conformer à cette manière de faire, à cette manière de fonctionner, et on voit ça très très souvent dans les entreprises aujourd'hui. Donc, c'est des standards de performance extrêmement élevés, une incapacité complète à déléguer, si le niveau n'est pas atteint. C'est-à-dire que une fois que vous avez la confiance de ces gens-là, vous êtes dedans, vous êtes in, et c'est une confiance qui est quasiment aveugle. C'est un peu une confiance binaire. 99% des gens sont out, si vous êtes in, par contre, vous avez gagné la timbale. Donc en fait, elle ne manage pas les gens, mais elle manage leur niveau, l'excellence des gens. Les gens eux-mêmes, c'est pas très important. Donc les outils, ce sont les humains dans son travail. C'est-à-dire que l'humain n'est qu'un moyen d'atteindre une excellence. Et ça, entre parenthèses, c'est exactement le contraire de la dignité. Puisqu'on le sait, je crois que c'est Rousseau, un des premiers qui l'a écrit, que justement ou Kant d'ailleurs, excusez-moi, j'ai mélangé mes philosophes, le fait de considérer l'humain comme une fin en soi, c'est la définition de la dignité humaine. Et donc ce que Miranda Priestly fait, c'est le contraire. C'est de considérer les gens comme des outils pour atteindre cette excellence, ce niveau, c'est Lagerfeld, c'est toutes ces grandes marques, tous ces grands créateurs, les humains ne sont que des outils pour ça. Et quand l'outil est émoussé, elle le jette. Donc c'est un leadership par l'exemple absolument terrifiant. Elle demande rien qu'elle ne maîtrise pas elle-même, le goût, l'œil, la décision. Donc quelque part, c'est juste dans le sens où elle ne demande pas des choses qu'elle ne sait pas faire, mais le problème, c'est qu'elle ne demande rien d'autre que sa perfection à elle. Et ça, c'est effectivement très 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 difficile. Un des moments clés, alors il y en a plusieurs, mais un des moments clés que j'ai choisi, c'est un moment qui montre sa pensée, en fait, sa connaissance encyclopédique du domaine. Donc on voit un leadership d'expertise, dont on connaît d'ailleurs les problèmes. C'est la scène du pullover. Si vous vous souvenez, il y a l'assistante, Andrea, qui ricane devant 2 ceintures identiques, et Miranda l'arrête net. Et elle l'éduque.
mais c'est de l'éducation comme on éduque un petit chien. Donc en 2 minutes, par contre, alors elle lui explique comment le pull qu'Andy porte a été choisi 3 ans plus tôt par les designers en fonction d'un certain nombre de critères, etc. etc. Comment est-ce que ça a été copié, recopié. Donc elle donne toute la systématique du marché du luxe en 2 minutes à évidemment l'autre qui tombe des nues parce qu'elle n'avait jamais vu ça. C'est une démonstration magistrale de ce qu'on peut appeler la pensée systémique ou la pensée globale. Donc là où Andy voit en détail, Miranda, elle, voit la chaîne de valeur mondiale de création de valeur. Et donc elle prouve de cette manière-là que son exigence sur les détails, entre guillemets, n'est pas un caprice, c'est une compréhension profonde de quel est l'impact économique de chacune des décisions qu'elle prend. Ce qui est intéressant, c'est que la manière dont la démonstration est faite est importante. Elle est d'ailleurs, pendant qu'elle parle, Miranda Priestly, dans cette scène, elle est assez neutre, elle n'est pas dédaigneuse. Elle ne cherche pas à humilier Andy. Et c'est peut-être le côté positif de la scène, parce que tout le reste, évidemment, l'autre se fait humilier. Andy se fait humilier parce que elle est devant tout le monde, et puis les autres, intérieurement, ricanent. Et donc, c'est un moment clé parce que ça montre ce que peut donner un leadership d'expertise avec quelqu'un qui n'a pas la bonne déontologie professionnelle. Parce que je pense que la démonstration est à faire. Moi, mon meilleur chef de tous les temps, il m'expliquait des trucs qu'il avait lui compris. Des enchaînements, des causes, des causalités, des mécanismes. Mais il le faisait d'une manière, pas pour me rabaisser, mais pour me rehausser. Et c'est là qu'il y a une grosse différence. Donc je ne pense pas que l'expertise en elle-même soit le problème, c'est plutôt la manière dont elle est amenée, en tout cas chez Miranda Priestly. Alors comment est-ce qu'elle réagit sous la menace ultime, dans les réactions clés, qui est une autre chose qu'on regarde dans ces épisodes. La gestion politique, vers la fin du film, elle est en danger, elle va être remplacée par quelqu'un d'autre, et donc sa réaction est absolument froide et chirurgicale. Elle sacrifie son bras droit, Nigel, qui attendait plutôt une promotion, pour sauver sa propre tête, en fait. Donc on est dans le calcul froid. Alors, est-ce que c'est du machiavélisme ? Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, face au danger, elle fait passer sa propre survie avant la loyauté vis-à-vis des gens qu'elle a façonnés, pour le dire comme ça, quoi. Donc, elle montre une capacité d'anticipation, de manœuvre politique qui est hors norme pour quelqu'un de son niveau. Finalement, c'est normal, mais pour nous autres simples mortels. Mais donc, une froideur morale quasi absolue. Si on compare avec les modèles de leadership qu'on connaît, elle illustre un petit peu la limite du leadership situationnel de Hersey Blanchard, qui n'est pas le meilleur modèle de leadership, mais c'est un modèle intéressant parce que c'est un modèle qui est basé sur la situation et l'adaptation à la situation. Normalement, un leader adapte son style au niveau de maturité du collaborateur. Alors elle fait absolument le contraire. C'est-à-dire qu'elle traite la débutante, Andy, exactement comme le senior, Nigel. Donc c'est... en gros, je me fous de savoir qui tu es, je vais te traiter de la même manière. C'est une espèce d'égalitarisme bizarre, mais qui n'est pas de l'équité. Ça veut dire que d'un côté, c'est équitable, parce qu'elle traite tout le monde de la même manière, mais de l'autre côté, elle ne prend pas en compte les besoins des différentes personnes. Donc c'est une espèce de méthode de sélection naturelle, elle pousse les gens dans la piscine. Après, celui qui nage, il nage, et l'autre, il coule. Et il y a suffisamment de gens qui veulent travailler pour elle, pour qu'elle, finalement, elle n'ait pas à être bienveillante, bon manager, etc. Elle n'a pas besoin. Les gens se marcheraient dessus pour aller bosser chez elle. Alors, c'est relativement efficace pour tout ce qui est high potential, pour les gens qui ont cette capacité à se retourner, comme Andy dans le film. Par contre, pour toutes les autres personnes, c'est complètement désastreux, quoi. Résonance avec le monde réel. Alors, parce que la question qu'on va se poser, c'est évidemment, il ne faut pas devenir Miranda Priestly demain, mais qu'est-ce qu'on peut garder de son style sans devenir un manager diabolique ou une manager diabolique ? Je pense que ce qui est intéressant, c'est le recrutement par le potentiel. Elle engage Andy qui est un peu l'opposé de ses critères habituels. Le critère habituel, c'est joué par Emily Blunt, c'est la fille mince stylée, quoi. Alors, c'est pas non plus que... j'ai oublié son nom, mais l'actrice qui joue Andy est pas non plus... voilà, mais c'est pas une taille 4, quoi, c'est une taille 6. D'ailleurs, il se moque assez d'elle là-dessus.
Pourquoi est-ce qu'elle l'engage? Parce qu'elle détecte une espèce d'intelligence brute, quelque chose d'intéressant, de potentiellement intéressant. Potentiellement intéressant. Donc elle parie sur le soft skill, la débrouillardise, le talent, l'intelligence, plutôt que sur le CV. Parce que s'il est engagé sur le CV, elle l'aurait pas engagé. Le pouvoir du silence. Ça m'a impressionné quand j'ai regardé quelques scènes pour cet épisode. Elle ne crie pas. Plus elle est mécontente, plus c'est silencieux, plus elle parle doucement. Donc elle oblige les autres à se taire et à écouter. Et ça, c'est une vraie leçon d'autorité. Celui qui crie a déjà perdu le contrôle. Donc, ne pas crier. Si vous avez quelqu'un qui, quand il y a une question, peut se permettre de ne pas répondre, cette personne a du pouvoir. Donc, c'est une leçon, je dirais, vraiment picturale, concrète, de l'exercice de l'autorité. Et puis, l'exigence du standard. Miranda rappelle que l'excellence demande une certaine, je ne vais pas dire obsession, mais un certain penchant pour le détail qui peut, dans certains métiers, dans certains cas, être vraiment intéressant. C'est-à-dire on peut arriver dans une situation où non, mais finalement, ça suffit. Alors oui, il y a des situations dans lesquelles ça suffit, et des situations dans lesquelles ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, c'est un des plus grands talents, je crois que c'est McKinsey qui disait ça, ou je ne sais plus quel grand cabinet de conseil, qui disait que une des compétences les plus difficiles à apprendre, c'est le choix, enfin c'est la priorisation, c'est de savoir où est-ce que je vais prendre des raccourcis et où est-ce que je dois aller dans le détail. Si vous voulez, c'est le fameux modèle d'hélicoptère. Quand est-ce que je dois être tout près, posé au sol, et quand est-ce que je dois avoir une vue à 10 000 pieds. Donc on garde le recrutement par le potentiel, on garde le pouvoir par le silence, et puis on garde une certaine exigence quand même. La limite, évidemment, c'est l'absence totale de sécurité psychologique. Vous connaissez mon appétence pour ce concept, mais le modèle de leadership de Miranda Priestly s'effondre parce qu'elle crée un environnement dans lequel la sécurité psychologique est absolument inexistante. Conséquence, personne n'ose lui dire quand elle a tort, et elle a tort, c'est une humaine. L'innovation vient que par elle. Goulot d'étranglement total, c'est-à-dire que tout ce qu'elle ne réussit pas à faire parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle doit voyager, ça se fait pas, les gens attendent. Et puis l'équipe passe 80% du temps de son énergie à gérer l'humeur de la chef. Anxiété, plutôt que de créer de la valeur. Donc elle obtient des résultats malgré son management, pas grâce à son management. Parce qu'elle est un génie individuel. Mais le jour où elle part, le runway s'écroule. Donc ça, c'est un warning clair pour moi, pour un certain nombre de directions, c'est analyser qu'est-ce qui fait que l'entreprise fonctionne. Est-ce que c'est vous qui tenez, alors grâce peut-être à votre compétence, à votre capacité de travail, est-ce que c'est vous qui tenez l'entreprise? Et finalement, les gens autour de vous, vous N-1, essayent de gérer un peu cette espèce de personnage, ou bien est-ce que vous essayez de construire une équipe qui fonctionne et qui vous survit? En conclusion, je dirais que Miranda Priestly, c'est un rappel assez brutal quand même, c'est que l'expertise ne fait pas le leadership. C'est un début, parce que c'est malheureusement comme ça que beaucoup de gens sont promus, mais l'expertise ne fait pas le leader. C'est une visionnaire exceptionnelle, Miranda Priestly, c'est sûr, mais c'est une manager complètement toxique. Le défi de demain, c'est d'avoir la vision systémique qu'elle a, l'exigence, les tripes pour aller engager des personnes intéressantes, mais alors en remplaçant toutes ces dynamiques de peur par ces dynamiques de confiance, de contrat. Quelque chose de plus adulte, de plus contractuel, de « je te donne, tu me donnes ». Donc vous pouvez être exigeant sur le travail, mais correct avec les gens, quoi. Et les gens vous le rendront. Voire même, alors j'ose dire bienveillant, je vais me faire matraquer par les gens qui n'aiment pas la bienveillance, mais voilà, je pense qu'il y a un équilibre à avoir, que oui, on peut être exigeant, mais on n'est pas obligé d'être des psychopathes totaux pour être finalement un bon leader. Et comme dirait Miranda Priestly, that's all. À la semaine prochaine.